Alors, ça s'appelle La Roumanie, voie de recours des étudiants français en médecine. Et ça a été écrit par Philippe Baquet. Hop. Qui a fait, je trouve, un travail plutôt bien fourni, en fait. Je trouve que ce qu'il a proposé dans cet article, mon feeling sur cet article, c'est qu'il est assez complet. Il est assez complet. Après, bien sûr, il peut pas étoffer autant que là, on va approfondir un petit peu. Bon, du coup, attendez, je vais quand même mettre une petite scène pour que... Je vais mettre une petite scène pour que les gens puissent... Ah bah voilà, il est parfait, c'est là. Hop là, voilà. Parce que c'est It's Time de parler. On a eu des articles bien nazes par le passé. Oui, oui, il y a eu beaucoup d'articles bien nazes. Par des mecs, et moi j'en ai fait l'expérience personnelle, mais on va en reparler. Des mecs qui sont venus avec des idées toutes faites. Et qui étaient là pour faire un sujet qui allait dans le sens de leur idée préconçue. Mais cet article, voilà, il est bien. Bon, bref, du coup, il commence par me faire petit état des lieux de Cluj-Napoca, donc c'est une ville en Roumanie, 350 000 habitants, 80 000 étudiants venus de Roumanie, mais aussi de toute l'Europe et d'Afrique et d'Israël. Moi, à l'époque où j'y étais, alors moi j'ai fait 2013-2019, et du coup, à l'époque, il y avait jusqu'à 84 nationalités dans la fac, donc ça c'était un truc très très cool. C'était vraiment un truc très très cool, très enrichissant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez ouf. Et d'ailleurs, quand je suis rentré en France pour faire l'internat, c'est un des trucs qui m'a un peu manqué. Le fait de fréquenter toujours des gens d'autres nationalités, des gens d'autres cultures et tout, c'était vraiment très stylé. Tu vois, t'arrivais en soirée, tu tombais sur des Suédois, il y avait beaucoup d'Israéliens, beaucoup de Maghrébins, pas mal de Suédois, des Allemands. Et la fac a beaucoup augmenté ses effectifs depuis ton départ. Ouais, pareil, on va en reparler. Donc voilà, il nous fait un petit état des lieux du centre-ville de Cluj. Et après, il arrive. Donc près de 1800 étudiants suivent des études de médecine générale, de médecine dentaire et de pharmacie dans les filières francophones de l'université de médecine et pharmacie. Voilà, rien de bien fou. Et ensuite, il parle donc du fait qu'une grande partie des effectifs, c'est des gens qui ont échoué aux épreuves, enfin à la PACES en première année en France. Chose à tempérer un petit peu, parce que déjà à notre époque, il commençait à y avoir de plus en plus de gens qui venaient directement post-bac. Et je suppose que ça doit être encore plus maintenant. J'ai pas, de moins en moins. De moins en moins de gens. Ah oui, de moins en moins de gens qui viennent après avoir raté. Et de plus en plus qui viennent en post-bac, c'est ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Ce concours limitait le passage aux deuxième année en nombre fermé de candidats. Le numerus clausus. Donc voilà, créé. Petit rappel, hein, le numerus clausus créé en 71. On doit être à 50-50 de post-bac. Ah ouais, c'est énorme. Nous, des post-bac dans ma promo, en première année sur 100, on en avait maximum 10. Et maximum 10. C'était 10% à l'époque. Ce qui est positif, hein. Ce qui est positif pour la fac parce que ça devient plus un second choix en fait. Donc voilà, le numerus clausus créé en 71. Et ensuite, ça je pense que vous êtes au courant, mais on a eu une riche idée en France, une très très bonne idée. C'est qu'on s'est dit, il y a de plus en plus de dépenses de la sécurité sociale, c'est parce qu'il y a de plus en plus de médecins, parce que c'est de la loi de l'offre et de la demande. Donc si on réduit le nombre de médecins, eh ben on dépensera moins avec la sécu. Ça, c'était vraiment une idée très très brillante. Donc de 8500 places en 72, ça c'est pareil, il le dit dans l'article, je le savais déjà, mais il le dit, et c'est important qu'il le rappelle. De 8500 places en 72 à 3500 places par an en 93. Et puis maintenant, on est à 9300 places en 2020. Et du coup, c'est à cause de ça d'ailleurs que c'est qu'on est en pénurie de médecins. C'est en grosse partie à cause de ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 10-15 ans où il y a eu encore un énorme... En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces 10-15 ans où il y a eu un énorme trou, les mecs qui étaient que 3500 à être formés, c'est des mecs qui ont maintenant 40, 50 ans et qui sont les médecins un peu en plein âge de travailler et qui sont 2 fois moins nombreux
que ceux qui sont plus vieux qu'eux, et ceux qui sont plus vieux qu'eux sont tous en train de partir à la retraite. Donc en fait, tu as énormément de gens qui partent à la retraite, les nouveaux arrivés sur le marché du travail en médecine, ceux de ma génération en fait, ils comblent le déficit de ceux qui partent, mais ils peuvent pas combler le déficit de ceux qui partent, plus des 10 ou 15 ans où il y a eu un trou. Et en plus, tu as raison, toi, les médecins travaillent de moins en moins, ouais, comme tout le monde dans la société en fait. Avant, les médecins, ils faisaient 60, 70 heures, 80 heures par semaine. Il y en a encore qui le font, et souvent pendant l'internat, t'as pas trop le choix, tu te tapes des horaires comme ça. Mais les jeunes médecins, ils font plus des semaines aussi hardcore. Donc voilà, donc il pose un peu le contexte en fait au début de cet article. Ensuite, donc, bon, témoignage de plusieurs étudiants sur leur vécu de la PACES et leur arrivée en Roumanie. Et directement, tu vois, il dit on recueille de nombreux témoignages, mais souvent sous couvert d'anonymat par peur de discrimination au retour en France. Ça, c'est un truc qui est, à mon sens, normal. Enfin, c'est normal d'être inquiet de ça. C'est normal d'être inquiet de ça. Moi, je suis passé par là, et certains dans le chat aussi. Et c'est un truc c'est un truc qui est stressant. Parce que tu as envie que ton retour, si tu reviens en France, se passe bien, si tu vas dans un autre pays d'Europe, que ça se passe bien. Mais je pense qu'on commence à avoir du recul sur le retour des étudiants de Roumanie, des Français de Roumanie qui reviennent en France. Et globalement, pour la majorité des gens, ça se passe bien. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passe bien pour tout le monde. Il y a quelques personnes... Oh, Yannick Ben Guevara, bah alors, ça fait longtemps. Merci de passer, ouais, ça fait longtemps. Bisous à l'Espagne, du coup, aussi. Donc, c'est pas choquant pour moi, pour les étudiants, que les étudiants soient stressés. Cependant, je pense qu'il faut être un peu rassurant quand même, dans le sens où si tu as bossé tes cours correctement pendant les 6 ans, il faut bosser ses cours correctement, mais si tu as eu un minimum de sérieux pendant tes études, l'internat se passera bien. Et il faut aussi relativiser sur le côté que moi, j'ai eu des co-internes français qui avaient fait toutes leurs études bien France, bien pâté, cornichon, bien baguette, et pour qui ça se passait pas très bien. C'est pas un truc qui est exclusif à la Roumanie d'avoir des gens pour qui ça se passe pas bien. Maintenant, c'est sûr que si vous voulez que ça se passe bien, si on veut que ça se passe bien, en fait, il faut être sérieux quand on bosse, etc. Le retard se rattrape assez vite. Ben, je dirais pas que c'est un retard, moi. Moi, je suis pas d'accord avec ce terme. Je dirais qu'en fait, et on va en reparler, il y a deux systèmes qui sont différents et il faut s'adapter. C'est ça que je dirais. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un retard. Voilà. Ben, faut y aller, on est synchro. Mais on va en reparler. Et c'est normal d'avoir peur des discriminations. Cependant, moi, mon expérience personnelle, je l'ai jamais cachée. Bon, j'arrive pas en disant bonjour, j'ai fait mes études en Roumanie. Mais ça n'a jamais été un secret. Quand on me demande où est-ce que j'ai fait mes études, je le dis. Tous mes collègues sont au courant, tous mes co-internes ont toujours été au courant, tous mes chefs ont toujours été au courant. Et j'ai jamais eu de gens qui m'ont discriminé à cause de ça, etc. Parce que je pense qu'il y a un truc à l'hôpital qui est assez positif, c'est que peu importe qui t'est en face de toi, tu le jauges toujours. S'il est compétent, s'il est bosseur, il peut venir de péta ou schnock, frère, on s'en branle. Mais après, ça c'est mon expérience perso. Je suis à Dijon. Peut-être que dans des villes plus grandes, un peu plus universitaires, où il y a un peu plus d'élitisme, je pense à Lyon, à Paris, à Bordeaux, j'ai pas d'expérience de ce côté-là. Et peut-être qu'il y a des mecs qui sont un peu plus cons et qui ont ce stéréotype bête et méchant de genre si tu viens de Roumanie, t'es moins bon. Ou peut-être que j'ai eu un peu de chance. Mais voilà, quand j'en parle à mes potes autour de moi, etc., globalement, ça s'est bien passé pour à peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Donc, on continue cet article. Donc, sous couvert d'anonymat, donc ça, c'est un mec qui n'a pas donné son nom de famille. Et qui dit, je vous cite, hein, je connaissais la fac de médecine de Cluj par mon frère qui y suivait ses études. Mes parents voulaient m'y inscrire juste après le baccalauréat. J'ai quand même tenté la médecine en France. J'aurais pu m'éviter bien des souffrances, mais cela m'a motivé et permis d'avoir un bon rapport par rapport à ceux qui arrivaient en Roumanie juste avec le bac. Ça, je trouve que c'est intéressant
Parce que, certes, a posteriori, quand tu l'as raté, il dit j'aurais pu m'éviter bien des souffrances, machin et tout. Il n'empêche que moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'avait contacté en mode ouais, il paraît que tu as fait tes études en Roumanie et tout. J'hésite entre faire une première année en France ou partir direct en Roumanie. T'en penses quoi? Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça en fait. C'est deux trucs qui sont différents. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, euh, comment dire? Si tu veux faire médecine, si tu veux faire médecine en France, que tu sais déjà, je veux faire cardiologie, c'est comme ça, machin, je veux faire mon internat à Strasbourg, j'en suis sûr à 100%, je ne changerai jamais d'avis. Moi, je pense que c'est pas une connerie de faire sa première année en France, parce qu'en fait, en France, tout est fait pour que ton examen en sixième année qui choisit ta spécialité se passe bien, et donc pour que tu aies le plus de choix possible, et donc pour que tu puisses faire ce parcours comme tu l'as imaginé. En fait, dès la fin de la première année, et parfois même dès la première année, t'es dans un moule, t'es dans un truc où tout est fait pour que ça se passe comme ça. T'es formaté, exactement. Et c'est pas péjoratif, c'est le système français est fait pour faire fonctionner le système français, c'est logique. Euh, Si tu fais tes études en Roumanie, tu vas avoir autre chose. Tu vas avoir une grande ouverture sur les études de médecine en Europe. Nous, dans notre promo, moi dans ma promo et même dans mon groupe de potes proches, il y a plusieurs personnes qui ont fait leur spécialité pas en France. Et c'est pas que en Roumanie, il y en a eu un en Roumanie, il y en a en Suisse, il y en a en Allemagne. Euh, on en a un qui vient de passer dans le chat, un pote qui est en Espagne, il y en a quelques-uns en Angleterre. Et donc tu vas avoir un truc différent. Et il y en a qui sont revenus en France, attention. Et il y en a qui sont revenus en France. Euh, donc voilà, c'est juste que en France, tu as un chemin qui est tout droit. En Roumanie, tu prends un chemin qui est différent, et donc tu vas avoir une variété de portes qui vont s'ouvrir à toi. Avec ça, il y a des avantages. Tu as plus de choix, tu peux imaginer plus de trucs. Ça t'ouvre les chakras, ça t'ouvre des perspectives. En même temps, ça te prépare moins bien au concours français. Tu peux y pallier. Il y a des gens qui ont bien réussi. Il y a des gens qui ont bien réussi. Mais c'est autre chose. C'est différent. Tu vas pas être dans une promo où tout le monde prépare le concours en sixième année parce qu'il y en a qui se barrent, il y en a qui vont ailleurs, machin, tout ça. Donc, t'es dans un mindset qui est différent. Plusieurs plans, mais des plans moins préparés. Bah, ça dépend pour qui, en fait. Ça dépend pour qui. T'as des gens qui, dès la troisième année, préparent leur plan. Mais oui, il y a plein de gens qui se disent, ok, j'ai plusieurs options, mais machin. Et du coup, tu peux être, moins préparé, entre guillemets. Et puis, on y reviendra plus tard parce qu'il va en reparler dans l'article. Mais le CN, c'est une méthode. C'est pas que des connaissances. Ensuite, il enchaîne, du coup, il est toujours sur les contacts de gens qui sont arrivés, et il dit donc voilà, tous n'ont pas eu un premier contact idyllique avec Cluj. Donc c'est une meuf qui témoigne que sa première année elle a été difficile. À la sortie de l'aéroport, ma première vision a été un quartier sinistre datant du communisme et des vols de corbeaux. Je me suis retrouvé seul en plein confinement. Et ça, je trouve que c'est intéressant, et c'est pour ça que je trouve que son article déjà, là, on a fait un quart de l'article, peut-être un peu moins. Et déjà, on aborde plein de sujets, tu vois. Un sujet que moi, je me souviens quand j'étais à l'assaut des étudiants en Roumanie, ce qu'on disait aux nouveaux candidats, c'est pas un Erasmus. On vient pas en Roumanie pour 6 mois. On vient pas en Roumanie en se disant, moi j'habite toujours à Lyon, moi j'habite toujours à Strasbourg, moi j'habite toujours je sais pas où, et je suis là 6 mois pour me faire kiffer. On est là 6 ans, donc au final tu habites en Roumanie. T'as une vie d'expat, tu rentres pour les vacances parfois en France. Et du coup, il faut être prêt à ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'y pensent pas, qui le négligent, mais il faut se préparer psychologiquement au fait que, euh, que tu vas arriver dans un pays que tu connais pas. Et c'est vrai, voilà, moi je me souviens, moi aussi la première fois que je suis arrivé en Roumanie, je vais vous montrer. Euh, Hop. Alors, en fait, quand tu es sur la route de l'aéroport, les premiers, merde, les premiers quartiers sur lesquels tu tombes en ville,
Attends, elle est où la grande route? Merde. Tac, tac. Ouais, ça doit être vers là. Hop, je suis dans une petite ruelle, je suis con. On va se mettre là. Voilà. Les premiers quartiers où t'arrives, je me souviens, moi, j'étais en mode... wow. Et encore là, c'est verduré, hein. Et encore là, c'est verduré. Mais quand t'arrives le soir et tout, tu vois, je peux comprendre, ça fasse un choc, t'arrives, il y a les lignes suspendues, machin, c'est pas le même truc. Alors bon, la meuf, elle dit le vol de corbeau, bon, ça c'est anecdotique, c'est le petit truc que tu te fais dans ta tête, parce que c'est stressant aussi d'arriver dans un pays étranger comme ça enfin, quand t'as 18 ou 19 ans, quoi. Et puis elle aussi, voilà, elle a eu ce truc de se retrouver seule en plein confinement. Moi, ma première année, c'était en 2013, et vous inquiétez pas qu'on n'était pas souvent seul, puisque les premières semaines, tu rencontres ta promo, il y a plein d'étudiants qui viennent de partout en France, et même de plusieurs pays d'Europe, et même du Maghreb. En section francophone, il y en a beaucoup, on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà. Je pense que les premières années qui sont arrivées en Big 2019, et 3-4 mois après, c'était confinement, ça a dû être dur. Ça a dû être dur dans un pays qui n'est pas le tien. Ça n'a pas dû être facile. Donc voilà, on enchaîne avec un petit morceau d'interview de la doyenne de l'université. La sélection pour être admis en première année de médecine à Cluj se fait sur dossier. Les résultats du bac et le parcours, ça c'est elle qui le dit, les résultats du bac et le parcours au lycée sont importants, mais aussi les résultats extrascolaires, genre du bénévolat dans des associations, des stages à l'hôpital, des expériences professionnelles, etc. Bon, voilà. Tac. C'est un peu différent, du coup, la méthode de sélection, en fait, n'est pas du tout la même que pour la première année en France. On est autour du taux de sélection de la P1. Ouais, ils le disent dans le truc, on va y venir. Là, encore un témoignage que j'ai trouvé intéressant. En passé, c'était très frustrant d'être anonyme, de se sentir en permanence en compétition avec les autres et de ne jamais voir les professeurs tellement il y avait du monde. Dès la première année en Roumanie, les étudiants sont solidaires entre eux et les professeurs sont accessibles pour nous aider. Ça, je pense que c'est une des majeures différences avec la France. C'est qu'en fait, quand tu as réussi ta première année, enfin quand tu as été en France, pardon, en première année, vous êtes hyper nombreux et il faut faire un tri. C'est le système qui est comme ça. En Roumanie, quand tu arrives en première année, tu as déjà été sélectionné, puisque la sélection, elle se fait sur dossier. Et donc, comme tu as déjà été sélectionné, c'est plus du tout la même ambiance. T'es une promo de 100, 150, maintenant je crois qu'ils sont 200. Nous on était 100 à l'époque, mais maintenant je crois qu'ils sont 200. Mais du coup, t'es une promo de 200, les profs sont accessibles, les profs sont pas là pour te piéger, ils sont pas là pour t'éliminer parce qu'il faut faire du tri comme c'est le cas en PACES. Moi je me souviens à ma PACES à Strasbourg, on nous le disait. On nous disait, vous êtes trop nombreux, il faut éliminer du monde. En Roumanie, c'est un peu différent, tu vois. T'arrives, t'es dans la promo, t'es dedans. Le but, c'est valide tes examens. Si tu valides tes examens, tu passeras en année supérieure. Et si tu les valides pas, ben, tu retapes ou tu vas en rattrapage. Et du coup, ça c'est cool, tu vois. Ça crée une ambiance déjà qui est différente. T'as pas le harcèlement moral des carrés. À Strasbourg, c'était assez light pour, entre les bisus et les carrés en PACES à l'époque. Mais je sais qu'il y avait des villes où ouais, c'était compliqué. Et ça crée une ambiance différente. Ensuite, il fait un petit point sur la réforme de la première année en France. Alors bon, ça, je vous en ai pas gardé grand-chose parce que, je la connais pas bien, donc je suis pas pertinent pour en parler. Deux, c'est pas trop le sujet de l'article, je pense que c'est pour poser le contexte. Par contre, il précise quand même que la réforme, elle a été complexe et que comme d'habitude, ça c'est la spécialité de toute façon des réformes je pense, de l'enseignement. Hein. Je sais pas si c'est que l'enseignement supérieur ou si c'est l'enseignement en général ou les deux. Je pense que c'est les deux. C'est des réformes qui sont pas prêtes quand elles sortent. Ça, c'est la grande nouveauté. C'était le cas quand ils ont sorti le nouvel ECN il y a 3 ans avant que je le passe ou 2 ans avant que je le passe, où genre c'était pas du tout fini et les mecs avaient, enfin, il s'appelait la promo crash test, etc. Bah, ce qui s'est passé avec PassLas, c'est exactement la même chose. La complexité du nouveau dispositif et les mauvaises préparations des facultés ont engendré des dysfonctionnements. Et que du coup, bah, y a beaucoup de jeunes qui partent vers des facultés européennes, etc. Voilà. Bon, ça, comme je vous ai dit, je suis pas pertinent pour en parler, donc on va passer.
En 2015, j'ai fait le crash test de la passe. Ah ouais? Ben... Moi, moi j'ai passé les ECN en 2019. Et en gros, je crois qu'en 2017, c'était la première passesse la première promo qui passait la sixième année le concours de sixième année sous cette forme-là. Et il y avait eu des journées d'examen qui avaient été annulées. Ils avaient dû tout refaire et tout. Il y avait des gens qui pleuraient dans les amphithéâtres. C'est pareil que c'était horrible. Donc voilà, du coup, il dit l'UMF de Cluj. Salut Charlequin. L'UMF de Cluj a connu elle aussi une hausse des candidatures. Pour faire face à la demande de nombreux francophones admis en première année de médecine générale, est passé de quelques dizaines lors de la création de la filière en 2007 à 200 aujourd'hui. Voilà, on va en reparler de la création de la filière en 2007. Et donc, selon la rectrice, donc le pourcentage d'admission en 2020, en gros, tu avais une place pour 6 dossiers en médecine générale, ça fait un peu moins de 20%. Ça doit faire du 18%, 17% dans ces eaux-là. Sachant que la passée, c'était 15%, donc on est sur un truc similaire. Du coup, maintenant. Et en dentaire, une place pour 17 dossiers, frère. En dentaire, une place pour 17. Ça fait combien, ça? 1 divisé par 17 fois 100. Ça fait 5%. Ça fait 5% d'admis en dentaire. Ou 6%. De plus en plus de dossiers parviennent de candidats français qui souhaitent intégrer le cursus directement après le bac. Voilà, ça, on en a déjà parlé, du coup. On a déjà parlé. C'était un mouvement qui s'était amorcé quand j'étais encore... en Roumanie et qui s'est accentué, mais ce qui est logique. Hein. Ce qui est logique. Yo, ça va Ludo? Donc voilà. Ensuite, là on arrive sur un gros sujet. On arrive sur, selon moi, le big point négatif de tout ça. Les montants de frais de scolarité. Ça va. Donc passer de 6 000 € en 2020 à 7 500 € par an. Donc, on va faire ce petit calcul. Alors, avant... Alors déjà, quand moi j'y étais, c'était 5 000 € par an. Et j'ai fini en 2019. Donc, ça nous faisait 30 000 par an. Ensuite, c'est passé à 6 000 par an. Ça fait 36 000. Et maintenant, 7 500 par an. Donc, x 6 ans, ça fait 45 000 € par an. Et pour moi, ça, c'est le gros truc négatif de cette fac-là. Et de ce système-là, en fait, ce système européen, c'est que vu que tu n'as pas payé en soi, c'est logique. Tu n'as pas payé tes impôts dans le pays. Donc, quand tu viens en tant qu'étranger, tu payes tes frais de scolarité. Ça, pour moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. 2010-2016, c'était également 5000. Ouais, voilà. Pour moi, c'est pas choquant que ce soit payant. Par contre, ce que je trouve assez négatif là-dedans, c'est que du coup, ça te fait forcément une sélection par l'argent. Ça te fait forcément une sélection par l'argent. Après, faut pas croire, tu vois. Il faut tempérer ça aussi un peu. Parce que la sélection par l'argent, elle existe aussi en France. Je cherchais tout à l'heure... parce que l'ANEMF a fait une... ouais, on va en parler, Martha. L'ANEMF a fait une étude récemment sur le coût des études de médecine en France, jusqu'à 17 000 € par an. Jusqu'à 19 300 par an, machin. Donc en France, c'est pas gratuit non plus. Et les gens qui croient aux études de médecine gratuites en France, c'est des gens qui n'ont jamais mis un pied en fac de médecine ou des enfants d'ouvriers. Il n'y en a pas beaucoup. Je vois Martinovic, oui et non, j'ai fait un prêt pour y aller. Oui, et ça, ils en parlent. Tout le monde n'a pas des parents qui peuvent le payer, mais quand même. Alors, il y a du contexte, ça a été imposé par le ministère de la Santé, car SICA, c'était pas assez, c'était à perte. Enfin, c'est l'excuse qu'ils ont sorti. Chaque fac choisit le prix de son coût pour les étrangers après une directive nationale de mémoire. Ouais, moi, parce que faut pas croire, pour la fac, localement, et ils le diront, les étudiants étrangers apportent de la thune. Déjà, ils apportent de la thune à l'économie de la ville, et ils apportent de la thune directement à la fac. La fac s'est considérablement améliorée depuis qu'il y a des étrangers. Ils ont construit des bâtiments, machin.
En France, tu n'as pas de prépa et de logement proche, les chances sont bien réduites. Oui, complètement. C'est pour ça qu'il faut tempérer un peu. Mais en vrai, alors admettons qu'en France, c'est 17-18 000 euros par an, les études de médecine. En Roumanie, déjà, tu as 7 500 balles euh, de frais de scolarité. Ça fait qu'il te resterait en gros 10 000 euros pour être à l'équivalence avec la France, pour être sur les mêmes dépenses. 10 000 euros, ça te fait un peu moins de 1 000 euros par mois, ce qui est vivable en Roumanie, largement. Largement. Et c'est pour ça que je pense que cette critique, c'est critiquable, mais il faut le relativiser, et c'est pas genre... et c'est probablement équivalent à la France en termes de dépenses, compensé par la vie qui est moins chère. Et oui, et là ils le disent, hein, tu vois, les parents les prennent en charge à la majorité, d'autres s'endettent. Je me suis engagé dans un prêt étudiant, j'ai aussi une bourse attribuée par le Crous, et tant mieux. En Roumanie, je fonctionnais à 500 euros avant l'inflation. Ouais, ouais, voilà. C'est qu'en fait, les loyers sont pas. Les loyers, à Cluj, le montant des loyers des studios entre 200 et 300 euros. Ça dépend où. Ça dépend où, ça dépend la gueule du loyer. Et ça dépend si tu te débrouilles bien aussi, parce qu'ils ont bien compris aussi que les étudiants européens ont plus de moyens que les étudiants roumains. Et d'ailleurs, c'est un problème pour les étudiants roumains, parce qu'en fait, du coup, les prix augmentent. Les prix augmentent. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que cet article est complet, parce qu'en fait, il, il ne néglige aucune piste. Les loyers ont beaucoup augmenté. Ah bah oui, nous, entre la première et la sixième année, et je pense que Yannick qui est arrivé en 2010 encore pire, mais c'est fou. Si t'avais pas hein, les bons plans que t'avais gardés depuis longtemps et tout, il y a une ville immobilière à Cluj depuis 4-5 ans, c'est une catastrophe. Ah mais c'est plus que depuis 4-5 ans. Hein. Nous, ça a commencé quand, je pense, quand on est arrivé en première année en 2013. Ça a commencé en première année quand on est arrivé en 2013. Hein. Donc voilà, on continue sur l'article où il parle bon, il précise un peu qu'il y en a qui travaillent l'été pour compléter, machin et tout. Et ensuite, la doyenne de nouveau qui elle, pense que s'il y a beaucoup de gens qui candidatent chez elle, c'est parce que la formation, elle est bonne. Beaucoup de nos professeurs ont exercé en France, ils ont une grande expérience, se perfectionnent régulièrement dans les grandes universités européennes pour adapter notre enseignement aux innovations pédagogiques. Bon, voilà. Petit commentaire sur la compétence des profs. Je sais pas trop quoi en dire de plus. Et donc là, la partie historique. Donc, il a interviewé le doyen de la fac de 92 à 2000. Et donc, en fait, en Roumanie, il y avait, et à Cluj, il y avait beaucoup de médecins roumains qui étaient francophones. Premier appart en 2010, 250 euros par mois pour un 80 mètres carrés, ça a effectivement beaucoup changé. Oui, voilà, c'est ça. C'était. Et déjà en 2013, c'était plus que ça, et après, quand je me suis barré en 2019, c'était n'avait rien à voir. Donc du coup, Cluj avait donc beaucoup de médecins roumains, conséquence des relations privilégiées de la Roumanie et de la France. Et en fait, ce mec-là qui était doyen, il était à la conférence internationale des moyens des doyens de médecine d'expression française. Et ils ont développé un projet de filière francophone destiné dans un premier temps aux Tunisiens et aux Algériens. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Tunisie et en Algérie, ils n'avaient pas assez de médecins. Et du coup, en Tunisie et en Algérie, ils sont francophones et pas roumanophones. En Roumanie, personne parle arabe, mais des gens parlent français. Donc les mecs, ils se sont dit, bah, on va le faire en français. Et comme ça, il y aura des Algériens et des Tunisiens qui vont venir. Du coup, création de la filière anglophone finalement en premier en 97, filière francophone qui ouvre en 2000 avec une dizaine de Maghrébins. Donc pas du tout pour les Français. Et en 2007, quand la Roumanie rentre dans l'Union Européenne, du coup, là, avec les échecs de la PACES, etc., bah, c'est le moment où il y a des Français qui commencent à arriver. Qui commencent à arriver petit à petit, en mode explorateur, en 2007. Les mecs qui sont partis en premier, quand même, ils étaient chauds, tu vois. T'arrivais Personne n'était passé avant toi. Personne n'était passé avant toi. Les mecs se sont dit, je veux faire médecine, c'est sûr. Feu, je vais y aller tout seul. Je vais y aller tout seul, ça va bien se passer. Machin.
Et là, voilà, c'est là qu'il le dit. Il y avait un intérêt financier certain pour l'UMF de Cluj qui percevait des frais de scolarité élevés et un impact économique pour la ville, explique Sergiu Mosciu, professeur de sciences politiques à l'université Babeș-Bolyai de Cluj, donc c'est une autre université. Il y avait aussi un intérêt plus général lié au besoin d'internationalisation des activités de l'UMF et de la ville de Cluj. Donc tu vois, c'est quand même reconnu qu'il y a de la thune. Faut pas croire, hein. Faut pas croire, hein. Les étudiants européens sponsorisent la formation roumaine. Et tant mieux. C'est d'un côté, c'est bien et c'est important, je pense, que les mecs qui sont natifs du pays bénéficient de l'avenue des étrangers et que ça se fasse pas au détriment de leur propre formation. Ça, ce serait une catastrophe. Et on en profite aussi, bien sûr. Les Français qui partent là-bas faire leurs études de médecine sont contents, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. La plupart des étudiants en médecine que nous avons rencontrés à Cluj se disent satisfaits de leur formation. L'enseignement est de même qualité qu'en France, avec peut-être un peu plus de pratique, un peu moins d'accès à certaines technologies. Bon, ça, pas trop d'accord. Pas trop d'accord parce qu'en fait, difficile à dire. J'ai pas fait moi, je trouve difficile à dire. On n'a pas fait nos études de médecine en France. On n'a pas fait de deuxième, de troisième, de cinquième année en France. Donc c'est difficile à dire quand tu as fait une deuxième, une troisième, cinquième année en Roumanie de dire oui, c'est pareil. Et vice-versa, tu vois. Ceux qui pourraient peut-être avoir un avis, c'est ceux qui ont fait Erasmus. C'est ceux qui ont fait Erasmus. Moi, de mon expérience, alors les Erasmus, je ne sais pas ce qu'ils pensaient du niveau d'études, mais on a eu quelques Français qui sont venus faire Erasmus dans notre promo, en Roumanie du coup, et qui était... Il y avait une différence qui remarquait tous et qui trouvait trop cool, c'est qu'à l'hôpital, on n'était pas du tout... laissé tout seul et autonome, un peu comme tu l'es en France parfois, carrément à l'abandon. C'est-à-dire que chaque fois qu'on était à l'hôpital, il y avait un médecin ou un interne qui était responsable de nous et c'était son travail du matin. C'est-à-dire que son job sur cette demi-journée, c'était de nous encadrer. Et les mecs étaient en mode waouh, mais le mec il a tellement de temps, il vous explique plein de trucs et tout. Et ça c'est cool. À l'inverse, le système roumain est différent dans le sens où quand t'es externe, t'es pas acteur du service de soins comme en France. En France, quand tu es externe, même si parfois tu fais de la merde, on a quand même un peu besoin de toi et on essaye de t'autonomiser, de te forcer à faire des trucs, etc. Et ça, quand tu es, en Roumanie, c'est moins le cas. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients, je pense, des deux côtés. Mais dire que c'est la même qualité, c'est pas la même qualité, c'est difficile. C'est difficile. Environ 20% abandonnent avant la fin de 6e année. Durant les 3 premières années, les cours sont en français, mais l'apprentissage du roumain est obligatoire. Ouais, ça c'est... Nous, ma promo, c'était à peu près l'exemple parfait. On était 100 en première année, 70 en 6e année. Alors, c'était pas que des abandons, il y a des gens qui étaient passés en section anglaise, etc. Mais oui, tout le monde ne va pas jusqu'au bout. Donc, quand tu reviens en France, tu passes le concours comme les Français. Et là, ils prennent un mec qui était dans la promotion 2009, donc 2009-2015, qui est devenu médecin généraliste dans le sud-est de la France, qui dit qu'on n'était pas préparé aux ECN parce que car les professeurs roumains ne travaillaient pas de la même manière que les professeurs en France. Nous devions nous débrouiller par nous-mêmes, sans accompagnement, et les résultats à l'examen étaient souvent médiocres. La plupart d'entre nous n'obtenaient que la médecine générale, certains désirant une spécialité et ne parlant pas trop mal le roumain décidaient de suivre leur internat en Roumanie. Alors ça, il y a des choses vraies, il y a des choses qui sont devenues moins vraies avec le temps. C'était aussi promo 2009-2015, une des premières promos, hein, la 3e promo. Donc voilà, oui, quand tu es en Roumanie, t'es pas préparé aux ECN, et les ECN, il faut vraiment se mettre en tête que c'est une méthodologie. Moi, dans ma promo, pour vous donner un exemple, j'ai fini classé aux ECN devant des gens parce que la 6e année, j'ai bossé pour les ECN, en me disant ok, il faut comprendre comment fonctionne ce concours, et des gens qui avaient pendant les 6 ans été des meilleurs étudiants que moi ont fini classés derrière moi parce que ils s'étaient pas entraînés, parce que machin. Et ça veut pas dire qu'ils sont moins bons que moi, je pense pas, vraiment pas. Mais c'est vraiment une manière de penser, une manière de voir les pièges. C'est un examen où on va venir te chercher, te provoquer et te pousser à la faute en fait. Et du coup, ça, si tu t'es pas entraîné, les pièges, tu vas tomber dedans, etc. Donc, je suis
assez d'accord sur ce qu'il dit sur le CN. Avec les ECNI, c'est devenu d'autant plus vrai, exactement. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit là-dessus. Après, il dit, la plupart d'entre nous, avec la médecine générale, oui, je pense que c'est encore vrai. C'est dommage, mais c'est encore vrai, pour ces mêmes raisons. Que, en fait, toi, tu dois faire... ça, c'est aussi vrai, c'est que tu dois faire ton programme en Roumanie où tu as tes examens sur le programme roumain et en même temps, en parallèle, tu dois faire ta préparation au concours. Mais tout seul, les profs, ils ont aucune idée de comment... Enfin, ils savent en théorie comment ça se passe, mais ils ont aucune idée de ce qu'on nous demande, de la façon dont c'est tourné. Eux, ils l'ont pas passé. En France, quand tu es étudiant en médecine, t'as des profs, ils sont rédacteurs aux ECN, on te biberonne à ça, on va te dire attention, ça tombe souvent, ça c'est un piège qui peut tomber à l'ECN, etc. Ça en Roumanie, jamais personne te dit ça. Jamais personne. Donc c'est à toi de pallier. Et c'est pour ça que c'est difficile de bien se classer aussi. Parce qu'il y a des mecs qui bossent. Moi, je pense tous ceux qui sont passés en Roumanie ont vu des gens dans leurs promos respectives qui bossaient de ouf, qui se battaient vraiment pour pouvoir être bien classés aux ECN et pas l'être tant que ça, avec parfois des rythmes de travail vraiment de fou, mais comme ils n'étaient pas dans le bon moule, bien entourés par rapport à ça, bah, c'était difficile. Et du coup, certains désirant une spécialité et ne parlant pas trop mal le roumain décidaient de suivre leur internat en Roumanie. Alors ça, il dit certains en 2015. Nous, dans la promo, il n'y a même pas la moitié des Français qui sont rentrés en France, ou tout pile la moitié. L'autre moitié, c'est Roumanie, Allemagne, Suisse. Donc, c'est les 3 grands pays. Il y en a quelques-uns qui vont ailleurs. Mais voilà. Je vais y revenir à ce que tu dis en toi. C'est pour ça que je te réponds pas. Voilà. Et donc, l'accès aux ECN, quand les Français en Roumanie ont eu droit d'avoir accès à ce concours, au début, ça a été un bordel. Là, il cite le président du Conseil national de l'ordre des médecins qui disait, en 2012, qualifiait ses étudiants de tricheurs, appelait à mettre fin à ces dérives inacceptables. C'était quand même un bail, hein. C'était un bail de fou, hein. Mais moi, les premières années et tout, il y avait un mec dans un essayiste à la con, mais même pas médecin, un gars, je me rappelle même plus son nom, c'était un blaireau qui avait mis dans un article que les médecins qui venaient de Roumanie étaient des médecins morticoles. Alors moi, je connaissais pas ce mot, hein. Je sais pas si vous connaissez, vous, morticole. Et du coup, hop, médecin qui est réputé faire mourir les malades plutôt que de les guérir. Voilà. Et ça, c'était un sacré bail à l'époque. Les mecs étaient vraiment en roue libre, et en fait, c'était un truc politique. Je pense que les gars avaient peur pour leur pouvoir, avaient peur étaient inquiets aussi du niveau. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient inquiets premier degré. Mais tu sais, tu prenais des trucs comme ça quand t'avais 18, 19, 20 ans, 21 ans dans la gueule, et tu vois, ça peut être angoissant, stressant, machin. Enfin, c'était quand même un bail. D'ailleurs, en 2011, ça, il le dit dans l'article, le gouvernement avait tenté de bloquer les étudiants étrangers en rendant impossible le passage des ECN, et ça avait été débouté au Conseil d'État par l'association des étudiants en médecine à Cluj d'ailleurs. Peur de l'inconnu bien xénophobe. Oui. Ah oui, complètement. Complètement, mais oui, moi aussi quand j'étais là-bas, on a eu des articles hardcore, tu vois, où je pense que premier degré, à tout le monde, ça faisait un peu se poser des questions. Parce que même quand t'es dedans et que, tu vois, il commence à y avoir des gens qui rentrent, qui disent ça se passe bien, quand tes stages l'été, ils se passent bien, etc. On te le rabâche tellement que, tu vois, ça peut quand même rester une inquiétude quelque part, tu vois. Donc voilà. Et du coup, avec cette ambiance délétère, je dirais, début 2015, 2 suicides et 2 tentatives de suicide d'étudiantes françaises de la faculté de médecine de Cluj, inscrites en externat, révélaient un profond malaise au sein de la filière francophone. Ça, j'étais en 2e année quand c'est arrivé. C'était un bail, hein. C'était un bail. Et puis, t'avais tous les journalistes charognards qui appelaient, qui téléphonaient. Il y avait 10 appels par jour pour avoir des interviews, machin. La presse s'est jetée sur ces trucs, le malaise français en Roumanie, machin. L'ambiance à Cluj était particulièrement bizarre pendant ce truc-là. Et d'ailleurs, de mémoire, hein,
de mémoire, mais ça, il faudrait vérifier, mais je sais pas si on peut vérifier. Il me semble qu'au cours d'un des 2 suicides, il y avait une des 2 victimes qui avait laissé une lettre où elle parlait justement de sa peur du retour en France, sa peur d'être rejetée, etc. Donc ces gens-là, ils ont quand même, ils ont quand même fait du mal, tu vois. Ils ont quand même fait du mal, ces gens. Et c'est des gens qui, parce que le Conseil de l'Ordre avait été invité à venir en Roumanie, ils ne sont jamais venus. Ils sont jamais venus. Ils étaient censés venir pour visiter, machin et tout. Ils étaient en mode rien à foutre. Donc voilà, ça a coûté la vie à 2 personnes. C'est triste. C'est triste. Et du coup, c'est là que l'ancien directeur de l'Institut français en parle dans l'article. Enfin, est cité dans l'article. L'un des enjeux était de donner l'accès à la plateforme informatisée, parce qu'en fait, pour les ECN, il y a une plateforme d'entraînement qui existe en France depuis, je pense, quelques années, hein, au moins 5-6 ans, voire plus. Et en fait, ce truc-là, parce qu'il y a toujours eu ce truc de oui, les Français en Roumanie, ils sont mal classés aux ECN, mais les Français en Roumanie demandaient l'accès à la plateforme d'entraînement pour pouvoir réviser, et les mecs étaient en mode non, vous n'aurez pas l'accès. Il y avait un refus catégorique, et après, on a eu des réunions avec l'ambassade, des réunions interministérielles, machin et tout, où ils disaient oui, ça va se débloquer, et il se passait rien. Et ça a été pendant genre 3, 4, 5 ans. Et moi, au moment où j'ai quitté la Roumanie, l'année d'après, en 2020, ils ont proposé l'accès aux étudiants en Roumanie. Sauf qu'ils l'ont proposé avec la fac qui le prend en charge. Avec la fac qui le prend en charge à hauteur de 1 000 € par étudiant. Ça, c'était leur première proposition. Parce que les mecs, ils avaient bien senti. Tu vois, les facs françaises, ils voulaient se faire de la thune aussi. 1 000 € par étudiant. J'ai ouvert ça tout à l'heure. ECNI, prépa privée de préparation aux ECN, 30 € par mois. Qui est une bonne prépa en plus, hein, qui n'est pas une mauvaise prépa. 360 balles par an. Et les mecs proposaient à la fac 1 000 balles par élève et par an, pas en mode illimité. Et du coup, en toi, tu disais que vous avez désormais accès à la plateforme d'entraînement. Donc voilà. Et pour avoir accès à cette plateforme, on s'est battu. Hein. Moi, j'ai été président de l'ASSO pendant 1 an. Et là, ici, dans l'article, ces responsables interpellent les présidents François Hollande en 2016. C'était la présidente avant moi. Emmanuel Macron en 2017, c'était moi-même. Je lui ai remis une lettre au cours d'une visite diplomatique en Roumanie. Et où on y disait, vous inquiétez pas, ça va se débloquer, machin et tout. Et on doit ce déblocage en partie, même si c'était déjà dans les bacs, mais on doit en partie ce déblocage à Marisol Touraine, grâce au soutien de quelqu'un que je ne citerai pas, parce qu'en fait, je ne sais pas s'il est d'accord que je cite. Il y avait un officiel en Roumanie à cette époque, que je connaissais de par ma fonction de président de l'ASSO, qui était un ami de Marisol Touraine, et c'était la fin du mandat de Hollande. Il savait déjà qu'il se présenterait pas, il savait déjà que le PS gagnerait pas, et donc c'était un peu le moment où on fait des cadeaux présidentiels à des potes. Et donc Marisol Touraine, genre 2 semaines avant de quitter son poste, a envoyé, a fait la demande. Enfin, je pense que c'est pour ça. Hein. Après, j'en sais rien, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Mais 2 semaines avant de quitter son poste, alors qu'on l'a sollicité depuis des plombes, a envoyé une lettre en mode les gars, ça en est où l'accès pour les étrangers? On avait dit que ça se faisait. Et 1 an plus tard, ou 2 ans plus tard, c'était fait. C'était fait. Donc voilà. Merci Ludo pour ton commentaire. C'est vrai que c'est un peu spécifique comme sujet, mais je pense que ça pourra servir, ce que je redisais en début de live, j'en ferai une rediff. Ça pourra servir à des gens qui se posent des questions sur ces études-là. Depuis 2 ans, après des va-et-vient administratifs. Et c'est payant pour la fac, du coup, cet accès à la plateforme d'entraînement, ou c'est
Ou c'est... Mais ça m'étonne pas, oui, ça a pris une plombe. Donc 2 ans, ça veut dire 2021. Ah, ça va, ça a pris que 2 ans à se faire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais je m'attendais à pire. Bon, là, on arrive sur la fin de l'article, du coup. À l'occasion, donc là, il faut savoir que les ECN, il y a eu une grosse réforme. Maintenant, les ECN, c'est en 5e année, ça s'appelle les EDN, et en 6e année, c'est une année de stage, etc. Et en fait, pour l'instant, c'est le bordel. C'est cette année, c'est la première année, où c'est comme ça. Les 5e années passent leur concours en octobre, et après enchaînent sur une année de stage. J'ai pas les détails du contrat, ok, bon, on saura pas. Après se passe une année de stage où ils ont des évaluations qui rapportent des points, qui viennent complémenter les EDN. Et du coup, ça, les étudiants européens ne savent pas du tout comment ils vont pouvoir réagir à ce truc, comment ils vont pouvoir le, le, entre guillemets, être intégré à ce système. Je galère à trouver mes mots, excusez-moi. Les étudiants européens ne savent pas du tout comment ils vont être intégrés à ce système. Et c'est pas du tout étonnant. Moi, pour le coup, ça, je suis pas du tout surpris parce que déjà, en France, les externes, ils savent pas trop comment ça va se passer. Alors dites-vous, une réforme française où même les Français savent pas comment ça va se passer, croyez-moi qu'une réforme française, les 200 pécores qui sont en Europe pour qui il faut faire un truc spécial parce que c'est un parcours différent et tout, c'est pas étonnant qu'ils sachent pas. C'est pas étonnant qu'ils sachent pas et c'est pas étonnant que ce soit un petit peu anxiogène pour les étudiants qui sont là-bas. Tu vois, il y a la présidente de l'ASSO là qui dit: nous n'avons aucune garantie de pouvoir nous présenter au nouvel examen. Avec quels critères pourrons-nous valider les épreuves? J'ai été en contact avec les services de l'ambassade de France, mais rien n'est clair jusqu'à présent. Et ça, c'est pas étonnant, hein. C'est pas du tout étonnant. C'est malheureux, mais c'est pas étonnant. Euh, donc, voilà. Là, un petit témoignage d'une meuf de ma promo. Ah oui, il y en avait un plus tôt. Je l'ai lu sans la citer. C'était Tiffen, que je salue. Et puis un autre témoignage donc d'une autre meuf de ma promo qui s'appelle Lise, que je salue également, qui elle est interne d'urgence et qui dit: je ne dis pas spontanément que j'ai fait mes études en Roumanie, une partie de la hiérarchie, même des collègues, ont des préjugés, ils nous accusent de ne pas avoir respecté les règles, ça disparaît quand ils nous voient travailler. Ces difficultés font que de plus en plus d'étudiants de Cluj décident de faire leur internat en Roumanie, en Allemagne ou en Suisse, mais moins de la moitié de ma promo est venue. C'est ce que je disais. Elle était dans ma promo, moins de la moitié de notre promo est revenue en France. Je suis pas 100% d'accord sur les préjugés, mais je pense que ça dépend vraiment des endroits où t'es, et elle a peut-être eu moins de chance que moi. Moi, je suis plutôt de la team de... Vu que maintenant... Enfin, j'ai jamais trop... Ça s'est toujours bien passé dès mon premier semestre d'internat. Il a fallu un petit temps d'adaptation, mais ça s'est bien passé. Et c'est normal qu'il faille un petit temps d'adaptation. On arrive dans un nouveau système qu'on connaît pas, où tout le monde connaît sa place. Et toi, il faut que tu trouves ta place et en tant qu'interne et en tant que nouveau dans le système. Donc c'est pas facile. Mais moi, je suis de la team qui le dit. Je le dis à tout le monde parce que je veux véhiculer une image positive, tu vois. Je veux casser les clichés. Casser les clichés. Je pense qu'en plus, ils sont faux. Je pense qu'il y a des difficultés un peu particulières. C'est que en Roumanie, enfin, des gens qui viennent de Roumanie, donc je pense déjà il y a deux choses qu'il faut différencier. Il y a les Français qui ont étudié en Roumanie, les Roumains qui viennent en Roumanie. Pourquoi il faut différencier ça? Pas parce que les Roumains sont moins bons, pas du tout. Mais je pense que parfois, certains Roumains ne connaissent pas le système français, et la place de l'interne en Roumanie et la place de l'interne en France, notamment en début de cursus, n'est pas la même. Et donc les mecs, ils pensent qu'ils arrivent en France et qu'ils auront à peu près le même rôle et la même place que s'ils avaient été internes en Roumanie, et c'est pas le cas. En Roumanie, les internes en première année, c'est un peu des super externes, c'est-à-dire que la première année, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, ou il y a peu de choses qu'ils ont le droit de faire, ça dépend de quel sens tu le vois. Et c'est vraiment une année de transition. Et si tu sais pas qu'en France, dès le premier semestre, voilà, en Roumanie, c'est beaucoup plus progressif. Eh ben oui, c'est beaucoup plus progressif parce que pendant l'externat, t'as pas le même rôle. En France, vu que dans l'externat, parfois on te laisse un peu tout seul, parfois machin, et tu sais comment c'est, et tu es dans le système machin. T'arrives en premier semestre, tu sais que tu vas avoir des patients. Les Roumains qui débarquent en France, eh ben ils le savent pas tous, et je pense qu'il y en a qui sont surpris en mode:
waouh, mais on attend tout ça de moi. Et je pense que c'est un peu moins vrai pour les Français parce qu'en fait, on connaît le système et qu'on parle entre nous et qu'on parle à des anciens étudiants et qu'il y a des mecs comme moi qui vont en parler, je sais pas, sur Twitch, sur Instagram, qui vont en parler à leurs potes, à des connaissances. Et puis, forcément, quand t'es là-bas, tu connais des gens qui ont fini avant toi. Donc voilà. Malheureusement, c'est vrai que parfois à l'hôpital, il y a des préjugés. En fait, en tant que Français qui a étudié à l'étranger, tu peux passer sous le radar des préjugés parce que c'est pas écrit sur ton front que tu as fait tes études en Roumanie. Parce que t'as pas d'accent, parce que t'as pas un prénom et un nom de famille roumain, etc. Euh, donc en fait, tu passes complètement sous le radar des préjugés et tout. Et c'est malheureux qu'il y en ait. Euh, mais du coup, je pense que c'est pour ça que. Enfin, c'est pour ça que moi je le dis. Parce que justement, je passe sous le radar et je veux pas passer sous le radar. Je veux pas passer sous le radar parce que je pense que c'est important que les mecs qui arrivent. Et vraiment, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Et malheureusement, après, il y en a quelques-uns qui ont eu des mauvaises expériences. Mais des retours que j'ai, et je sais pas si vous êtes d'accord, ceux qui ont fait ça dans le chat, des retours que j'ai, la plupart des gens n'ont pas de, n'ont pas de mauvaise expérience. Mais c'est quand même l'image qu'on te renvoie à l'international et à l'étranger. Et c'est pas l'image que renvoie l'Allemagne ou la Suisse. L'Allemagne ou la Suisse, y a plein d'étudiants qui y vont. Et ça te renvoie une image de t'es le bienvenu. Si t'es compétent, si tu bosses, viens. Alors que la France, c'est t'es pas trop le bienvenu. Par contre, si t'es compétent et que tu bosses, peut-être ça va bien se passer. Normalement, ça va bien se passer. C'est un peu ça. Je pense que c'est pas forcément 100% vrai dans ce qui se passe, mais c'est l'image qui est renvoyée. Je sais pas si c'est clair. Donc voilà, et puis il termine son article en interviewant un mec qui est parti, qui est interne en Réa, Christopher, que je connais, qui était 2 ans au-dessus de moi, je pense. J'ai été pris sans problème en Allemagne, j'ai pu ainsi vérifier que nous sommes bien formés en Roumanie. Le nouveau second cycle décourage encore plus les Français de Cluj de revenir dans l'Hexagone, et puis il clôture son article avec la démographie médicale, la crise médicale en France, et le fait que les mecs se barrent en... Et le fait que les mecs se barrent en... le fait que les mecs partent faire leur spécialité en Europe et donc ils reviendront probablement pas pour exercer. Et c'est triste, et c'est vrai, c'est triste. On manque déjà tellement de médecins en France et on a des mecs tous les ans qui sont chauds et on les fait se barrer en Allemagne et en Suisse. Et moi, j'ai des potes personnellement. Hein. Quand j'étais en week-end en Suisse la semaine dernière, c'était voir un pote qui fait sa spécialité en Suisse et pour qui ça se passe mais extrêmement bien. Extrêmement bien. Enfin bon, voilà les petits potes. C'était de ça. C'était de ça dont je voulais parler. Je vous conseille de lire cet article hein, si ça vous intéresse. Le salaire en Suisse, oui, c'est quelque chose. Hein. Je vous conseille de lire cet article. C'est le monde diplomatique, c'est génial. C'est de la bonne presse. C'est de la presse sérieuse. C'est de la presse qui enquête et qui vérifie ses sources, contrairement aux gens qui parlent des chevaux mutilés. En Allemagne, le salaire est double de la France. Oui. Ah bah oui. Mais en France, on est très mal payé en tant qu'interne.